de votre accueil. Merci, Monsieur le maire, d'accueillir l'Assemblée générale des DDEN. Je suis vraiment désolé, c'est pas comme s'il y avait une petite actualité dans le département qui fait que malheureusement, il se trouve que je suis la grenade, quoique je suis arrivé à 10h et vous aviez déjà commencé. Donc, quand on essaie d'être à l'heure, je comprends qu'avec les DDEN, en fait, être à l'heure, c'est être là avant. Je vais l'enregistrer maintenant. Bon. Comme je l'ai fait d'ailleurs la dernière fois, également, je voudrais simplement faire un point sur la façon dont nous préparons la rentrée sur le département. Alors, vous êtes certainement davantage intéressé par la rentrée dans le premier degré, mais il y a aussi, pour ce qui concerne les compétences de la direction académique, la préparation de la rentrée dans les collèges, les 130 collèges du département. Donc, le département de la Seine-Saint-Denis, comme les années précédentes, est un département qui reçoit toute l'attention des recteurs successifs et à cette rentrée, en tout cas, de la rectrice de l'Académie de Créteil, puisque sur les emplois attribués, que ce soit sur le budget opérationnel du programme du premier degré ou celui du second degré, notamment pour les collèges, eh bien, le département de la Seine-Saint-Denis est celui qui reçoit le plus d'emplois. Et ce n'est pas une parole en l'air parce que, notamment sur les collèges, avec 60 ETP supplémentaires pour préparer la rentrée et mettre en œuvre la réforme du choc du savoir, le département de la Seine-Saint-Denis est le département métropolitain à recevoir le plus d'emplois. Ça, c'est quand même assez important à souligner. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans le premier degré, nous avons reçu 40 emplois supplémentaires. Et je voudrais aussi rappeler, comme j'ai eu l'occasion l'année dernière déjà, c'est le seul département de l'Académie, à avoir mis en œuvre la totalité de la réforme des dédoublements. De grandes sections, de CP et de CE1, et le plafonnement à 24 hors éducation prioritaire. Chaque fois, ce n'est pas toujours possible selon les communes, chaque fois que les locaux le permettent. Pour le dédoublement, la contrainte des locaux, entre guillemets, s'est traduite par la mise en œuvre de co-enseignement. Mais la mesure est mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 enseignants dans chaque classe. Pour le plafonnement à 24, c'est un peu plus compliqué, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette 48 élèves dans une classe avec 2 enseignants. Vous imaginez bien que je n'ai même pas osé y penser. Donc, le plafonnement à 24, il est évidemment, lui, davantage contraint par la question des locaux, même si nous avons aujourd'hui donc atteint un plafond vert, c'est-à-dire que partout où c'était possible, ça l'a été mis en œuvre. Donc c'est le seul département de l'Académie à le faire. Et ça se fait, alors évidemment, nous l'avons fait progressivement, hein, parce que c'est, ne serait-ce que pour le dédoublement, des grandes sections de CP et CE1, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est 1500 emplois supplémentaires d'enseignants. C'est 120 millions d'euros par an. Une petite conversion numérique. Donc, l'investissement pour l'école publique dans le département de la Seine-Saint-Denis, quand je dis école publique, j'appelle aussi le second degré, collège et lycée, il est quand même relativement important puisqu'il est de plus de 2 milliards d'euros. Plus de 2 milliards d'euros par an, c'est le budget éducation nationale pour le département de la Seine-Saint-Denis. C'est un petit ministère, monsieur le maire. Si tant est qu'il y ait des petits ministères, je ne pas mais bon, voilà. Ministère de la Culture. Pour le second degré, à la rentrée prochaine, alors pour le premier degré, je continue, donc le dédoublement étant achevé l'année dernière, donc nous avons porté nos efforts sur le plafond
plafonnement à 24. Nous avons également, pour la rentrée prochaine, mis en œuvre ce qui nous était demandé et que nous n'avions pas priorisé, je le reconnais. Même s'il y a toujours eu une attention très particulière portée à l'inclusion scolaire, nous avons comptabilisé les élèves du lycée dans les effectifs des classes. Ils sont donc double comptabilisés, pour utiliser un terme qui n'existe pas dans le Larousse. Il est assez clair pour tout le monde, je pense. Aussi bien à l'école qu'en collège. Là aussi, ce n'est pas une petite mesure. Ce n'est pas une petite mesure, c'est pratiquement 40 emplois de cartes pour pouvoir le faire, parce que cela veut dire qu'on ouvre des classes supplémentaires ou des divisions en collège, ou au contraire, on n'enferme pas. Donc, quand on fait le solde de tout ça, c'est 40 emplois sur le premier degré et c'est pratiquement une dizaine de divisions dans les collèges. Donc ça, c'est une mesure forte pour la rentrée. Nous avons comptabilisé 2 fois les élèves du lycée dans leur structure collective et dans les effectifs du lycée. Autre mesure importante que nous avons mis en œuvre à la rentrée prochaine, j'ai d'ores et déjà, j'avoue que je le faisais rarement sur les préparations de rentrée en janvier, je laissais un peu le temps d'une vision de ce que pourrait être la préparation de rentrée dans les ajustements de juin et de septembre. J'ai d'ores et déjà créé 15 postes de remplaçants supplémentaires. Ça peut paraître faible, mais c'est quand même 15 postes de remplaçants supplémentaires. Donc, la rentrée se fait, dans le premier degré en tout cas, à partir du moment où la politique nationale sur le dédoublement a été mise en œuvre, elle a porté sur d'autres politiques nationales, et nous avons réussi donc maintenant à couvrir, il me semble en tout cas, un certain nombre de préoccupations sur la préparation de rentrée, préoccupations qui d'ailleurs, c'est important aussi de le signaler, a fait l'objet d'un dialogue avec les organisations syndicales, instances que nous avons, pas celle du CDEN, comme le rappelait M. Mineto tout à l'heure, même si je regrette qu'on ne puisse pas dialoguer, mais en tout cas, le CDEN étant une instance qui succède, qui suit d'autres instances de dialogue que j'ai avec les organisations syndicales, elles avaient peut-être considéré que nous avions suffisamment dialogué, que ce n'était pas le lieu de le faire au moment du CDEN, ce qui est dommage puisque c'est le lieu où sont présents les DEL, c'est le lieu où sont présents les parents d'élèves, c'est le lieu où devraient être présents les élus. Mais voilà. Et donc, le dialogue sur la préparation de rentrée, dans le cadre du CSA, Comité social à l'administration du premier degré, la première fois, en tout cas depuis 5 ans, que j'exerce dans le département de la Seine-Saint-Denis et que je présente une carte scolaire, c'est la première fois en janvier où des organisations syndicales, ou des organisations syndicales, au moins 2, se sont abstenues. Habituellement, c'est un vote contre. Ce qui veut dire qu'il y a, et moi je voudrais vraiment, et je reconnais l'engagement de ces enseignants qui siègent en instance, et je reconnais l'engagement social qu'ils ont, politique parfois, en tout cas syndical certainement, être en capacité de pouvoir faire une distinction entre ce qui relève d'un travail local, de préparation de rentrée, qui s'inscrit dans un dialogue plutôt apaisé, et ce qui relève d'une volonté plus globale et plus générale de porter une ambition et un plan d'action pour le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, la capacité des personnels enseignants, représentants syndicaux, de faire cette distinction, elle est à souligner, et évidemment, à leur avantage, je le reconnais et je les remercie.
second degré, donc le département reçoit 60 emplois supplémentaires. Malheureusement, l'instance se tiendra la semaine prochaine, mercredi, mais d'ores et déjà, j'annonce quand même la création de 74 postes d'enseignants supplémentaires dans les collèges du département. 74 postes. Moi, je ne l'ai jamais fait dans 5 ans. Jamais. Donc on va annoncer la création de 74 postes, évidemment principalement l'informatique en français, vous le comprenez bien, puisque c'est directement en lien avec le choc des savoirs, mais jamais je n'ai annoncé autant de création de postes d'enseignants dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, il y a 2 réalités, voilà, peut-être qu'il faut le dire comme ça. Celle que nous avons à très court terme, et puis celle sur lesquelles nous devons probablement nous pencher à nouveau, collectivement, dans un esprit de dialogue apaisé, pour construire un plan pluriannuel qui permettrait effectivement d'améliorer ce que moi j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire l'attractivité du département pour les personnels. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet. Et l'attractivité de nos écoles, des collèges et des lycées du département pour les parents d'élèves. Cette attractivité, elle s'inscrit évidemment dans une temporalité qui est celle de l'héritage des Jeux Olympiques, qui est celle du Grand Paris Express, la moitié des gares ou presque seront dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc cet enjeu-là est un enjeu de mixité des populations, d'augmentation d'abord de la population, et de la mixité des populations du département de la Seine-Saint-Denis. Et donc l'enjeu, c'est que nos écoles, nos collèges, nos lycées soient attractifs pour que cette mixité sociale du département se retrouve aussi dans les écoles, les collèges et les lycées du département. Et donc, je reste persuadé qu'effectivement, nous devons réfléchir collectivement à la méthodologie, comment nous travaillons ensemble, quelles sont les priorités que nous souhaitons, sachant qu'il faut être en capacité de pouvoir y répondre, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes de bâti scolaire. Voilà. Je reprends aussi l'actualité, c'est-à-dire de conditions de travail des personnels, c'est-à-dire des conditions de travail des élèves, et comment, entre cette problématique RH, problématique du bâti scolaire, et d'offres de formation, là aussi, c'est tout le sens du plan attractivité que nous construisons conjointement avec le conseil départemental pour les collèges du département, avec des engagements réciproques de l'éducation nationale et du conseil départemental à destination des établissements les plus évités du département. Et aujourd'hui, ce plan d'attractivité, il fait directement écho à la situation sociale du département. Directement écho. Mais nous avons amorcé les choses, notamment avec les collectivités, notamment avec le conseil départemental sur les collèges. Il est évident que nous devons aller plus loin. C'est évident. Mais nous devons aussi nous poser collectivement la question de l'image du département que nous souhaitons renvoyer. Merci, monsieur le directeur. J'avais attiré à l'époque
c'était avant de celui-là, M. Chalex, l'attention du préfet en CDEN qui nous avait grondé en nous disant mais ce sont aux mairies à faire vraiment le travail, mais non, il faut qu'il y ait vraiment un audit du bâti scolaire en Seine-Saint-Denis. On se rend compte en ce moment qu'on n'avait pas tout à fait ça. Deuxième chose que je voudrais dire, l'image qu'on donne, nous, du département est importante. Je le répète à chaque fois, je me souviens d'un congrès national de la FCPE, où en arrivant à ce congrès national, les collègues, alors certains sont là, mais les collègues de la FCPE des autres départements disaient planquez vos sacs, la Seine-Saint-Denis qui arrive. Voilà. Et donc l'image qui ressortait, c'était voilà la Seine-Saint-Denis. Donc il faut qu'on arrive, nous aussi, les DEN. Et alors oui, c'était voilà, le 9-3, mais là c'était la Seine-Saint-Denis, donc c'était encore plus violent, je trouve. L'image qu'on peut par exemple donner par les écoles fleuries, l'image qu'on peut donner, peut-être parce qu'il faut vraiment qu'on y aille au concours Se construire citoyen, fait que moi j'ai en souvenir les élèves de Seine-Saint-Denis, d'école de Seine-Saint-Denis qui se retrouvaient, alors c'était Henri IV ou Wilbrand, je ne sais plus quel des deux c'était, voilà, mais qui allaient chercher un diplôme qui montait à la tribune de Henri IV ou de Wilbrand, et ben, ça faisait chaud au cœur parce qu'on montrait une vraie image. Je pense d'ailleurs que par rapport effectivement aux écoles fleuries qu'on appelle effectivement depuis quelques années un petit peu différemment ici, parce qu'on a voulu montrer qu'on n'était pas d'accord avec la fédération, il faudra qu'à un moment donné, on revienne dans le concours national, parce que l'image qu'on donne de ces écoles de Saint-Denis, de ces écoles d'Aubervilliers, qui allaient à Henri IV à Paris, et qui étaient finalement au même niveau que les autres, donnaient une image de la Seine-Saint-Denis qui était une image de réussite. Et il y avait du personnel manquant, avec les parents qui ne sont pas toujours ravis. Et c'est quand même déjà un gros problème. De plus, le bâti scolaire dans la commune a un manque d'argent, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il faudrait que les réparations soient faites de A à Z et non pas de Z à A. Parce qu'ils commencent par remplacer, par exemple, des dalles de plafond avant de réparer les fuites du toit. Donc, en fin de compte, une fois que les dalles sont remplacées, la fuite existe toujours et les dalles sont à remplacer à nouveau. Donc, le bâti scolaire de la commune, qui est quand même une commune importante, c'est le Pin. Donc, il faut vraiment trouver un moyen de financer les réparations qui sont plus que nécessaires dans les établissements. Et ce n'est pas un établissement, il y a actuellement 22 écoles à Villepin. Il y en a une qui va être entrée en fonction à la rentrée 2024. Donc je pense que c'est urgent de trouver un moyen d'aider les communes, parce qu'il n'y a pas que Villepin qui a des problèmes financiers, d'aider les communes pour financer les réparations dans les écoles. Alors, sur le premier point, je pense que ça me permet de revenir sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la question des emplois budgétaires, des chaises, pour simplifier les choses, et puis des personnes à asseoir dessus. Donc, aujourd'hui, moi je ne sais pas faire la rentrée dans le département de la Seine-Saint-Denis avec tous les emplois que la Seine-Saint-Denis reçoit ou a reçus. Je ne sais pas faire la rentrée dans le département de la Seine-Saint-Denis si je ne recrute pas 1000 contractuels. Voilà. Sinon, il y a 1000 classes qui n'ont pas d'enseignants à la rentrée. Et ma priorité, elle est évidemment là. C'est-à-dire assurer de pouvoir mettre un enseignant devant chaque classe à la rentrée. Et je voudrais saluer la qualité du travail des services de l'inspection académique et des inspecteurs de circonscription qui collaborent étroitement à la préparation de rentrée. Mais après, et donc effectivement, nous sommes en ce moment plus que ce qu'on n'a jamais connu sur cette période de l'année.
dans une véritable tension sur la question du remplacement des enseignants. Ça, je le reconnais. Les services sont d'ailleurs ne savent plus comment répondre au mieux aux situations. J'ai donc pris la décision, qui est fin de semaine dernière, enfin non, fin de cette semaine, que samedi, et donc une décision qui est censée entrer en vigueur lundi, de réorienter les missions des brigadiers RED+, qui aujourd'hui interviennent dans le cadre de la pondération des enseignants qui partent en formation, de réorienter leur mission pour, au moins jusqu'aux vacances d'avril, pour voir un peu comment les choses peuvent se passer, pour réorienter leur mission sur du remplacement dans les écoles et alléger la tension pour les services, alléger la tension pour les directions d'école, parce qu'ils sont en première ligne avec les parents d'élèves, vous l'évoquiez. Donc j'ai fait ce choix. J'espère que ça va permettre d'améliorer la situation. L'avenir qui nous le dira. Et puis je sollicite la possibilité de pouvoir recruter des contractuels supplémentaires pour pouvoir donc venir abonder la brigade départementale et assurer un meilleur service public d'éducation. Donc nous ne sommes pas passifs, nous optimisons au maximum le remplacement. Je ne nie pas que je me retrouve dans une situation délicate aujourd'hui. Donc on essaye d'activer un certain nombre de leviers, au moins jusqu'aux vacances d'avril pour les brigadiers RED+, et puis jusqu'à la fin de l'année avec un recrutement supplémentaire de contractuels. Sur le deuxième point, l'entretien, la construction et l'entretien des écoles est une compétence qui est déléguée par délégation de service public au maire. Et j'entends que dans le département de la Seine-Saint-Denis, certaines collectivités qui investissent, bien sûr, parce qu'elles ne laissent pas se dégrader non plus les situations, investissent, estiment ne pas pouvoir toujours investir à hauteur de ce que l'école mériterait. Et donc, c'est aussi les échanges que nous avons aujourd'hui, Madame la rectrice et le ministère, sur, dans le cadre d'un dialogue porté avec les collectivités, comment effectivement, et si c'est possible, voilà, il y a 10 milliards à trouver, j'ai appris, et vous aussi d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à ça? Moi, je ne peux être que force de conviction. Je ne ferai pas de chèque, je ne lève pas d'impôts, je n'ai pas d'argent à donner. Voilà. Mais en tout cas, c'est évidemment un contexte que nous portons avec Monsieur le Préfet, qui connaît aussi bien la situation des communes, qui connaît bien la situation financière des communes. Et donc l'objectif, c'est effectivement d'apporter collectivement, ensemble en tout cas, suffisamment d'arguments pour que la situation puisse être entendue. Mais aujourd'hui, la réponse, c'est d'abord la compétence de la collectivité. Après, je voudrais juste un petit clin d'œil sur la question des dalles. Sincèrement, moi je préfère qu'on mette une dalle au plafond avant d'attendre d'avoir réparé complètement la fuite. Je vous donne un point de vue qui est très personnel. Très personnel. Et donc, du coup, ces propos ne vont engager que moi. Mais il me semble que il vaut mieux, tout en continuant évidemment à porter la nécessité de réparer la fuite, hein, parce
Je ne dis pas qu'il faut juste se fermer les yeux. Mais il me semble fondamental de ne pas laisser des salles de classe, des couloirs, des halls, avec des dalles au plafond qui manquent et des seaux et des poubelles en dessous. Et franchement, je trouve ça, en tout cas, je trouve que ça porte davantage image à l'institution, à l'établissement, à l'école, et puis ça affecte les personnes qui y travaillent et les élèves qui y travaillent. Et quand au CSA second degré, l'autre jour, une représentante syndicale de l'UNSA me disait, dans mon collège, dans la salle des professeurs, ça fait 7 ans que les dalles n'ont pas été remplacées. Mais là, j'ai envie de sortir mon chéquier perso, d'aller chez Brico Machin, d'acheter une dalle et puis d'aller l'installer. Enfin, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Enfin, il y a un entretien courant nécessaire. Je ne parle pas de restructuration, je ne parle pas de chantier où il faut changer toutes les fenêtres, etc. Mais il y a un entretien minimum qu'il faut que nous mettions en œuvre collectivement. Et alors, dans les écoles, c'est plus compliqué parce que les directeurs d'école n'ont pas une autonomie financière. Ce ne sont pas des établissements publics locaux d'enseignement, mais dans les collèges et les lycées, ils sont donateurs. La collectivité leur donne des budgets de fonctionnement. Et on laisse pendant des années un plafond sans dalle. Mais on n'accepterait pas chez soi. Il y a aussi des responsabilités partagées. Et Madame la rectrice a été très très claire là-dessus à destination des chefs d'établissement. Et je l'ai redit lorsque je les ai réunis la semaine dernière. Vous avez aussi une part de responsabilité dans la qualité et le bien-être au travail. Dans vos compétences d'entretien. Dans vos compétences d'entretien. Donc, voilà, c'était un petit clin d'œil personnel à la question de la dalle, puisque c'est vous qui en avez parlé. Mais enfin, honnêtement, je trouve ça surprenant qu'on soit encore obligé de parler de dalle, alors que, sincèrement, on a la capacité, je pense, non pas à camoufler la difficulté, encore une fois, c'est pas, mais à créer un minimum de conditions de travail qui soient acceptables pour tout le monde. Et qu'on n'accepte pas, qu'on ne cède pas à l'inacceptable. C'est-à-dire que finalement, on finit par l'accepter alors qu'il ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être accepté. Voilà. On finit par dire, bah oui, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de dalle. Bah oui, c'est comme ça. C'est presque la normalité. Non. Je suis désolé, mais non. Ce n'est pas la normalité. Concernant les dalles de faux plafond, je ne suis pas pour cacher la réserve. Parce que remplacer une dalle parce qu'il y a une fuite, ouais, c'est bien, mais à chaque fois, il faut remplacer la dalle tous les 15 jours. Moi, je préfère réparer la fuite, ça coûte moins cher à l'arrivée. Non, mais la fuite, évidemment, c'est la mairie, mais après, c'est au travail des parents d'élèves, c'est au travail des enseignants. Et si tous ces braves gens aussi prévenaient les DDEN parce qu'il y a des problèmes de fuite dans l'école, je pense que ça irait aussi un petit peu plus vite. Mais moi, c'est ce que je dis à tous les parents d'élèves que je vois, à tous les enseignants que je vois. Quand vous avez un souci avec l'institution, bah, les DDEN sont aussi là pour faire le travail de médiation. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Mais comme je disais, moi, cacher la misère, non. Je préfère réparer, ça coûte moins cher. Merci M. Chavex, surtout de la franchise avec laquelle vous le posez. Mais c'est parce que nous ne sommes pas enregistrés, on est bien d'accord. Ça ne sortira pas de la salle. Mais si j'ai bien compris tout ce que vous avez essayé de nous faire passer,
je pense que, contrairement à ce qu'on dit, peut-être que la Seine-Saint-Denis ne manque pas tant de moyens que ça, mais c'est le problème de ses moyens. Les moyens qu'on lui donne sont, et vous l'avez dit en creux, quand vous dites j'ai 1000 contractuels. Vous l'avez dit quand vous avez dit on a un problème d'image. On pourrait aussi le dire quand on sait qu'on n'a pas de médecin scolaire et qu'on en a énormément besoin. On n'a plus de mois maintenant, c'est les infirmières qui commencent à manquer. On n'a plus de psychologues, enfin, il y a peu de psychologues dans les rasettes, pardon. Bon, on s'aperçoit que, et vous parlez très bien de la structure des enseignants qu'on met devant les enfants, mais on a des enseignants qui sont souvent des gens qui commencent, qui débutent. Hein, je me souviens de M. Overlot qui nous parlait de la fuite qu'il avait de l'Est vers l'Ouest quand un enseignant restait un peu, non je dis le contraire. Oui. Quand un enseignant restait, voilà, et son problème de congé maternité. Mais tout cela est vrai. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un plan, c'est ce qu'il faut. Il faut faire un plan. On ne fait pas des choses du jour au lendemain. Mais ce n'est pas qu'un problème d'éducation nationale. C'est pas que ça. Quand on voit que les crédits de la politique de la ville ont été réduits, et on a attendu longtemps un secrétaire d'État pour savoir ce qu'il allait faire. Les contrats de ville ont été suspendus. Ça a mis beaucoup de temps pour qu'ils sortent. Et je vous parlerai aussi, bien sûr, de toute l'aide qu'il peut y avoir autour de l'école, les intervenants. Donc, il faudrait aussi arriver à avoir une réflexion sur le projet tout à fait général. Alors que je pense que l'éducation nationale, on a toujours l'impression que c'est l'éducation nationale toute seule qui va tout régler. Le souci, puisque vous avez cité le recteur Overlot, je vais citer le recteur Overlot. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais le recteur Overlot, il avait l'habitude de dire que l'éducation nationale, c'était comme les entraîneurs de l'équipe de France de football. C'est-à-dire qu'en fait, chaque spectateur ou chaque supporter était lui-même ou pensait mieux faire que le sélectionneur et l'entraîneur de l'équipe de France de football. C'est ça le problème aussi de l'éducation nationale. C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'on veut tout lui donner, mais c'est parce que, en fait, je suis sûr que dans cette salle, chacun a sa propre idée de l'éducation nationale et chacun même pense que l'éducation nationale, il faudrait le faire autrement que la façon dont je le fais, et ils ont certainement raison, mais sauf qu'on aurait autant d'idées qu'on est dans cette salle. C'est aussi ça la difficulté de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus imaginer qu'on arrivera à satisfaire tout le monde. C'est impossible, puisque de toute manière, chacun a sa propre idée du système éducatif, c'est comment il devrait marcher, c'est pourquoi il ne marche pas. Et donc, la difficulté, elle est bien là. La difficulté, elle est bien là. Mais elle est aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, et ça fait écho à ce que j'ai évoqué tout à l'heure pour les enseignants, mais ça va évidemment bien au-delà des enseignants, c'est que tous ces postes budgétés aujourd'hui, parce qu'ils sont tous budgétés, je supprime aucun poste de médecin, j'ai toujours 50 TP de médecins, et j'ai plus que 7 médecins. Mais j'ai toujours 50 TP de médecins. Si demain il y a 43 médecins qui veulent être médecins scolaires à l'éducation nationale, je les recrute tout de suite. J'ai les supports budgétaires pour le faire. ETP, équivalent temps plein. Pardon, excusez-moi. Donc, on les a les supports budgétaires. Et mais on voit bien aussi que, eh bien, moi je ne sais pas recruter des médecins. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à recruter des médecins. Donc, on a essayé une autre stratégie. Donc, on a travaillé avec la ville de La Courneuve, cité, qui dispose un centre municipal de santé. Merci.
qui possède un centre municipal de santé. Et nous avons travaillé, donc, le CMS et les médecins scolaires pour former les médecins du CMS à la médecine scolaire. C'est pas la même médecine. Voilà, je suis désolé, c'est pas la même médecine. Aux enjeux et donc au cadre réglementaire et au cadre d'action de la médecine scolaire. Et aujourd'hui, le rectorat finance l'équivalent temps plein d'un médecin scolaire. Il n'y a pas de médecin scolaire à la Courneuve, mais le support budgétaire existe, l'argent existe. Et donc je finance l'équivalent temps plein en vacation des médecins scolaires, des médecins du CMS qui exercent de la médecine scolaire. Et évidemment, la convention elle est cadrée de telle sorte que la somme des vacations ne dépasse pas l'équivalent temps plein de médecins. Et aujourd'hui, nous y arrivons, mais nous sommes en train de nous rendre compte qu'on pourrait peut-être aller plus loin. Moi, ce que j'aimerais, avant d'aller plus loin avec la Courneuve, c'est de développer ailleurs, mais encore faut-il avoir le réseau. Toutes les communes n'ont pas de centre municipal de santé. Et les communes qui ont des centres municipaux de santé ne souhaitent pas forcément, et qui n'ont pas de médecins scolaires. Je suis allé les démarcher. Avec la convention pour leur montrer comment on pouvait travailler ensemble, etc. J'ai eu une fan de nous recevoir sur une commune et sur l'autre commune, on m'a répondu oui, mais pas maintenant parce que notre CMS est un peu fragile. Donc tout ça, je l'entends. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas, encore une fois, je voudrais passer comme message qu'on ne fait pas que le constat qu'il n'y a pas de médecin. On tente de trouver des stratégies pour pouvoir les compenser. Et donc, sur la Courneuve, pour terminer avec la Courneuve, j'ai obtenu du rectorat le fait que nous puissions passer à 2 ETP médecins à la Courneuve. Donc je vais financer en vacation l'équivalent de 2 ETP. Donc on va de nouveau porter la médecine scolaire à un niveau beaucoup plus satisfaisant sur la commune de la Courneuve au bénéfice des élèves qui sont scolarisés à la Courneuve. Oui, M. Chalec, je rebondis sur le problème médecin. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait dans le département 50 équivalents temps plein et que vous n'aviez que 7 médecins au travail, entre guillemets. Plus que, c'est important. 7 médecins au travail. Mais je parle de mon expérience antérieure de 25 ans de présidence de parents d'élèves simultanément sur primaire, collège et lycée. Ça fait longtemps que j'entends ça, ça fait des décennies. Et ma question est la suivante. Peut-être y a-t-il un manque d'attractivité salariale pour les médecins qui seraient recrutés par l'éducation nationale. Et ma deuxième question, si vous pouvez dire, c'est pas secret, combien est payé un médecin à temps plein, un médecin scolaire, éducation nationale? Alors, l'équivalent temps plein que nous mettons à charge comprise, hein, donc dans la convention, c'est 130 000 €. Pardon? C'est 130 000 € par an. Un médecin. Un médecin. Alors, ce qui ne veut pas dire que pour autant, ce n'est pas un métier qu'il faut revaloriser financièrement. Hein. Ce qui est évident, c'est que la question de la revalorisation dans la fonction publique, elle n'est pas nouvelle, mais les personnels santé sociaux en bénéficient aujourd'hui, les médecins en premier, les infirmières, l'annonce de revalorisation vient d'être annoncée, et nous attendons, nous l'espérons, une revalorisation aussi pour les personnels sociaux. Donc, mais ce n'est pas propre au département, c'est-à-dire que c'est national,
que la revalorisation va avoir lieu. Sur le département de la Seine-Saint-Denis, c'est vrai que mais nulle part ailleurs en France, les postes de médecins sont pourvus. Médecins scolaires partout, c'est la même bérésina. Voilà. Mais jusqu'à présent, le département de la Seine-Saint-Denis était un peu préservé par rapport aux autres départements que j'ai pu connaître ou même qui composent l'Académie de Créteil, parce que il y a dans le département de la Seine-Saint-Denis un certain nombre d'indemnités liées notamment à l'activité en éducation prioritaire qui n'est pas négligeable. Donc ce ne sont pas les postes les moins attractifs en réalité, même si aujourd'hui je dis qu'il n'y en a plus que 7, parce que en fait, les derniers qui sont partis là sont partis à 70 ans. Ils sont partis à 70 ans. Et il est resté fidèle au département de la Seine-Saint-Denis, mais au bout d'un moment, il y a après donc quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, 7 postes de médecins scolaires, c'est quand même encore 2 fois plus que dans le Val-de-Marne. Voilà. Donc, mais comme il y a le problème maintenant, c'est que la dynamique de l'équipe de médecins scolaires, elle en prend un coup quand même, quand il ne reste plus que 7, et que du coup, je comprends complètement les interrogations qui peuvent se poser pour savoir est-ce que finalement on prolonge ou est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on prend notre retraite, est-ce qu'on essaye d'aller voir ailleurs, voilà. Donc en fait, on est arrivé à un seuil où finalement, il y a indépendamment des conditions salariales ou quoi que ce soit, il n'y a plus la dynamique. Et donc, c'est pas qu'une question de masse salariale ou de revalorisation, c'est que l'appétence pour le métier que l'on exerce, quand on n'est plus une équipe et qu'on ne peut pas... les médecins, ils se forment beaucoup, ils sont extrêmement actifs dans la situation sanitaire qu'on a pu connaître. Vous imaginez bien à quel point je me suis évidemment beaucoup appuyé sur eux, mais c'est pas qu'une question de revalorisation salariale, c'est aussi finalement un contexte global où maintenant, comme on est de moins en moins, est-ce que notre métier a encore du sens? Vous voyez, c'est tout ça qui se pose comme question. Et à force de prioriser le prioritaire parmi les priorités, il reste plus grand-chose, et puis on fait plus que de l'administratif, et puis on met plus des tampons sur des dossiers. Enfin, voilà, c'est aussi ça qu'il faut entendre. Donc, c'est d'où l'importance et l'intérêt essentiel d'essayer de travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parallèle travailler sur la revalorisation salariale, mais travailler à redonner du sens, voire éventuellement à solliciter d'autres forces vives pour essayer de créer une équipe et de donner du sens à ce qu'on fait. Et moi, les médecins scolaires, le sens que je leur donne, c'est aussi d'être formateur de médecins de CMS pour pouvoir essayer de dupliquer et d'étendre quand même un peu de médecine scolaire sur le département. Alors juste un petit réflexion très courte. Les chiffres rejoignent les Côtes d'Armor que je connais pertinemment. Côtes d'Armor, c'est pareil, c'est en sous-effectif. Médecins bien entendu, infirmières aussi. Et c'est quand même paradoxal quand vous discutez avec des médecins en fin d'études en 8e année généralistes, ils ont du mal à trouver une embauche qui court, et d'un autre côté, quelque part, l'éducation nationale leur offre quelque chose, c'est bien ou c'est pas bien, peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est aussi peut-être la problématique, mais moi j'avoue que j'ai pas beaucoup de compétences là-dessus, mais c'est aussi le fait que c'est pas une spécialité médecin scolaire. Et que s'il faut passer un concours supplémentaire, quand on a passé 10 ans d'études et d'internat, est-ce qu'on a envie de passer un concours de médecin scolaire? Est-ce qu'on a envie de passer un concours spécifique d'infirmière scolaire? Est-ce qu'on a envie de passer un concours spécifique d'assistante sociale scolaire? Vous voyez, c'est aussi tout ça qu'il faut peut-être qu'on se pose. Alors évidemment, ça ne résoudra pas le fait que
il y a des déserts médicaux et qu'on a du mal à trouver des médecins et qu'on a du mal à trouver des infirmières et qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se tire la bourre entre l'hôpital et la collectivité territoriale parce qu'on se prend et l'un et l'autre des détachements de ci, de là. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a peut-être aussi quelque chose à réfléchir en termes de... Certes, c'est vrai qu'une infirmière scolaire, elle ne fait pas de piqûres. Ça, c'est vrai. Ouais. Elle ne fait pas de piqûres. Et elle fait beaucoup plus de prévention que de soins, en fait. Beaucoup de prévention. Donc c'est vrai que ce n'est pas le même métier, mais est-ce qu'on a besoin pour autant de passer à un concours spécifique? Est-ce qu'on a besoin pour autant de passer à un concours spécifique? Bon, je n'en sais rien. Voilà. Donc ça, nous sommes arrivés à le faire. Si on peut le diffuser, tant mieux, encore une fois, parce que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens. C'est pour ça qu'il faut... moi, j'évite de faire des raccourcis, en fait, sur la question de la Seine-Saint-Denis manque de moyens. Probablement, compte tenu de ses caractéristiques économiques et sociales, probablement. Mais les deux derniers rapports parlementaires, 98 ça date, 2012 ça date, plus récemment on a deux rapports parlementaires, et encore un plus récent que le dernier puisqu'il a quelques mois, ils ne parlent pas de création d'emplois. Ils ne préconisent pas de création d'emplois. C'est pas ça qu'ils préconisent. Ce qu'ils préconisent, c'est de l'attractivité, ce qui a été à l'origine de la prime de fidélisation dans le département de la Seine-Saint-Denis, dont son format vient d'être revu, vient d'être étendu à de nouveaux personnels, vient d'être étendu financièrement, puisque de 10 on passe à 12 000. Donc vous voyez, il y a, le sujet, il est davantage là. Il est sur le fait d'attirer peut-être, mais surtout de garder. La prime de fidélisation, c'est ça. Mais c'est aussi peut-être de réfléchir à une formation initiale des professeurs, premier comme second degré, initiale j'entends, c'est-à-dire universitaire, hein, pas de la formation continue, initiale. Une formation initiale, on voit bien que la masterisation, c'est, je pense personnellement, une très très forte avancée positive sur le niveau scientifique de nos enseignants. Mais le concours en fin de Master 2, tel qu'il a été positionné, il nous pose d'énormes soucis RH. Énormes soucis RH. Donc, là aussi, le ministère travaille aujourd'hui à proposer un concours en L3, tout en gardant la masterisation. Et donc là, on voit bien que pour certains étudiants, et notamment pour des étudiants du département de la Seine-Saint-Denis, mais pas que, parce que des étudiants précaires, il y en a partout en France, et pour des étudiants de la Seine-Saint-Denis, pouvoir être recrutés en L3, ça veut dire que les 2 dernières années donc, de masterisation, elles se font avec une rémunération. Elles se font avec une rémunération. Et donc, on voit bien que, parce que porter 5 années d'études avec des bourses, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Donc, mais peut-être que on peut réfléchir à quelque chose qui serait d'aller encore plus loin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Je n'en sais rien. Enfin, vous voyez. Mais encore faut-il qu'on se mette autour d'une table et qu'on ne réfléchisse pas qu'en termes de moyens. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas coûter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas des moyens. Mais ça veut dire qu'on cherche d'autres sources de moyens que de dire il faut 5200 postes. Mais qu'est-ce que j'en ferai? J'ai personne à mettre dessus. Une dernière question. Alors moi, c'était ma question, c'était par rapport à l'attractivité aussi bien des médecins scolaires que des enseignants. Qu'est-ce que nous, des DEN, éventuellement, on pourrait faire?
Monsieur Minetto l'a dit tout à l'heure, dans le travail que vous avez lorsque vous allez dans les écoles, c'est aussi de vous assurer que la qualité du bâti soit acceptable pour les enseignants et les élèves qui y travaillent, et donc de faire le relais avec la collectivité pour voir comment les choses peuvent être éventuellement améliorées si elles nécessitent d'être améliorées. Mais c'est aussi, comme l'a rappelé Monsieur Minetto, c'est aussi en impulsant dans les écoles la participation à des concours pour valoriser les réussites. C'est comme ça que vous pouvez aussi contribuer. Oui, mais seulement le problème, c'est qu'au niveau de certaines communes, il n'y a absolument pas de DDEL. Donc, on a un prime de fidélisation pour les DDEL. Voilà. On a un gros problème de recrutement aussi, puisque les enseignants qui partent à la retraite, ils n'ont qu'une envie, c'est de quitter le département. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Après, s'ils ne quittent le département que quand ils sont à la retraite, ça me va aussi. Sachant que les DDEL ne sont pas que des enseignants qui partent à la retraite. Je confirme. Allez, Patrick, et puis après on... Oui, moi j'avais juste 2 petites remarques à faire. Il y a une grosse voix à faire. Oui. Je vais essayer de parler un peu doucement. Oui, donc je disais, moi alors je suis effectivement un DDEL qui ne sort pas d'éducation. Je n'ai jamais été enseignant ou quoi que ce soit. J'ai été simplement parent d'élèves. Moi je ne me vois pas et je ne me sens pas les qualités pour faire votre boulot. D'abord parce que c'est pas du tout mon travail et je n'apprécierais pas non plus qu'on me dise ce que moi je dois faire pour mon boulot. Mais par contre, en tant que DDEL, on est là aussi pour être concerté. Ça nous fera plaisir dans certaines municipalités qu'on nous appelle sur des nouvelles sectorisations, sur des constructions d'écoles, parce que en plus, à Montreuil, les DDEL ont une expérience certaine de la vie associative et de la vie des parents d'élèves. Monsieur le directeur académique, je voudrais vous remercier de mettre un peu de lumière sur la Seine-Saint-Denis, moi qui arrive des Yvelines, effectivement, et quand on parle de la Seine-Saint-Denis, avec les Jeux Olympiques, ça remonte effectivement pas mal de choses, mais je voulais vous remercier. Comment les DDEL peuvent-ils effectivement travailler avec vous lorsque vous avez effectivement le document unique des risques qui effectivement arrive dans les établissements scolaires et dans l'Académie de Versailles, effectivement, et plus particulièrement dans les Yvelines, ce document est sorti. Comment les DDEL peuvent travailler avec vous, puisque quand on analyse l'ensemble de ce document, qui est excessivement complet et qui appartient au directeur d'école, effectivement au personnel de mettre en place, on ne parle pas en fait, et moi j'ai fait un rappel à tous les DDEL en disant, puisqu'on en a parlé dans les conseils d'école, et ça m'est revenu en tant que président du département en disant, attention, c'est réservé au personnel, mais comment nous les DDEL qui faisons des visites de sécurité, on peut travailler avec, je dirais, les directeurs et les directrices d'école à remplir effectivement ce document qui est tout à fait important et, je dirais, complet de la vie d'un établissement scolaire. Alors, Monsieur Minetto complétera évidemment du coup, parce que même si la question m'était posée, il me semble que à partir du moment où vous êtes identifié par la direction de l'école, je pense que c'est quand même l'étape importante, il ne doit pas y avoir, et je pense qu'il n'y a pas de regard négatif de la part de la direction d'école vis-à-vis de votre arrivée. Au contraire. Et il me semble que l'atout que vous pouvez avoir, c'est que vous n'avez pas la vision que d'une seule école. Et que vous pouvez apporter aussi votre connaissance de ce qui se passe dans d'autres écoles de la même commune, parce que les interactions entre directeurs d'école au sein d'une commune, ils ne sont pas aussi fluides que ça. Et donc, d'avoir la connaissance des écoles, des autres écoles de même commune, comme vous pouvez aussi avoir, lorsque vous vous rassemblez, lorsque vous travaillez ensemble, lorsque vous faites des bilans, de pouvoir avoir aussi une connaissance de ce qui se fait dans d'autres communes.
Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un inspecteur de circonscription. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un inspecteur de circonscription, qu'il réunit de manière très régulière les directions d'école, et que sur le document unique, qui effectivement est un document de responsabilité d'équipe, un regard extérieur et un regard plus, on va dire, plus global, parce que l'expérience d'autres écoles peut être extrêmement intéressant, et donc peut-être que par l'intermédiaire de l'IEN, la médiation, parce que autant j'ai entendu et je reconnais que le DDEN peut faire la médiation entre l'école et la collectivité, autant l'IEN peut faire la médiation entre le DDEN et l'école, la direction et l'école. Donc il y a probablement donc des leviers de cette nature-là à pouvoir activer. Et honnêtement, je pense que votre connaissance des écoles du département, ou même si elles sont partielles parce que toutes les communes ne sont pas couvertes, ne peut être qu'un appui pour les directions d'école. Juste un rajout, comment bon, je ne sais pas si c'est votre cas à tous, mais moi quand je vais dans une école, il n'y a pas de documents qui me sont cachés ou pour lesquels je ne pourrais pas aller voir. Parce qu'au départ, on a su créer un climat de confiance. C'est-à-dire qu'on n'est pas le DDEN, bonjour, voilà ma carte, ouvrez-moi les placards. Hein, les choses sont présentées effectivement complètement différemment. Il y a un climat de confiance. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, quand ça ne matche pas, à dire à un collègue, écoute, prends ma place. Voilà. Puis moi, je vais aller ailleurs. Je pense qu'également, il ne faut pas hésiter à changer très régulièrement d'école, et pourquoi pas très régulièrement de ville. Dans un département comme le nôtre, c'est vrai qu'on a du mal sur l'ouest du département. Là, je ne me trompe pas de sens. L'ouest du département. Du côté des Yvelines, en fait. Voilà, du côté des Yvelines. Alors avant, il y a le 92, peut-être, et puis un petit peu le 95, là-bas. Hein, bonjour Dominique. Mais voilà, c'est changer très régulièrement. Aller dans une école où il n'y a pas de problème, c'est bien, on va saluer, c'est très sympathique, et bon, finalement, ce jour-là, on ne se sent pas obligatoirement très utile. Voilà. Aller dans une école où on nous appelle en disant, écoutez, je sais que vous n'êtes pas sur ce département-là, et on a entre autres quelques DDEN ici, moi j'appelle des DDEN pompiers, hein, qu'on va envoyer parce qu'on est appelé par l'IEN, ou appelé par le directeur, ou quelquefois appelé par les parents d'élèves. On a même été une fois appelé par la NDPH en disant, là il y a vraiment un problème, ça va monter, ça va exploser, est-ce que vous pouvez aller voir? On a vu que vous existiez, déjà, on a vu que vous existiez. Et donc, pour peu qu'on prévienne bien évidemment l'IEN avant et puis le maire, c'est de changer. Je trouve qu'en changeant d'école très régulièrement, on redécouvre des choses. Oui. On n'a pas le même regard. On n'a pas du tout le même regard. Faire des visites d'école à deux également. Hein. Je me souviens, moi j'étais dans une maternelle, toi tu étais dans une élémentaire, ou le contraire, je ne sais plus. On a fait la visite des deux écoles en même temps. Et ben on a notre rapport de visite d'école, on se l'est complété, on n'avait pas du tout le même regard. Absolument. Donc c'est. Non, je crois que la première chose, c'est le climat de confiance. Alors, quelquefois, on nous appelle monsieur, enfin, moi, on m'appelle monsieur le Dazen. Je dis non, je ne suis pas Dazen, je suis DDEN. Voilà. Alors, là, il faut rappeler un peu, c'est comment le. Alors, voilà, mais c'est trop. Voilà, finalement, il veut bien prendre ma place. Non, absolument pas. Absolument pas. Vous faites ça très bien. Non, pas du tout. Pour être très franc, j'ai trouvé moi, des commandes, des CDEN apaisés. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai trouvé, bon, je crois que je suis un des plus vieux avec M. Tavet peut-être au CDEN. J'ai vu des CDEN où c'était la fête dehors, c'était la fête dedans, c'était, enfin, entre guillemets, la fête. Hein. Et là, j'ai trouvé des CDEN un peu plus apaisés. Pourtant, avec des gens qui ne sont pas obligatoirement très faciles, mais apaisés. Juste un regret, c'est le manque des élus. Voilà, les élus ne sont pas là, et moi, je ne comprends pas comment. Les élus ne peuvent pas être là quand on parle de la rentrée scolaire. Mais alors, au-delà de tout type de commune, tout bord politique, etc. Hein, voilà, hein, c'est vraiment comment les élus ne peuvent pas être là. Voilà,
Voilà, je t'en fais. C'est aussi parce que nous fixons la date Bien, sans oui, regarder leur mais bon, agenda. voilà, oui, bien sûr, enfin bon, voilà, bien sûr. Allez, une dernière question, si vous voulez bien, puis après, on revient. Bonjour à toutes et tous, donc merci beaucoup, monsieur le directeur, et de votre présence et de vos interventions. C'est un plaisir de vous écouter, de vous entendre. Juste deux choses sur les notions d'attractivité, à la fois pour les médecins, mais aussi pour le coup pour les AESH. Moi j'ai juste une réflexion, enfin une question sur où en est aujourd'hui la réflexion avec les collectivités. Et en effet, l'expérience de la Courneuve, je pense qu'il faut non seulement communiquer sur cette expérience et évidemment la modéliser si c'est possible dans tous les cas, la déployer sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Je pense que cette méthode qui consiste effectivement à aller chercher, ou en tout cas à identifier déjà les lieux et les personnes qui sont en poste sur des compétences et des métiers qui concernent non pas seulement une collectivité, mais pour le coup un ensemble de services publics, je pense en effet que c'est l'une des solutions. Et pour le coup, pour les AESH, de la même manière, il y a une super expérience qui a été menée, je ne sais plus dans quel département, où on forme des AESH, exactement, au métier d'animation, et de la même manière, donc peut-être, si je parle aussi des T2E, enfin des agents techniques, à la fois des ATSEM dans les écoles élémentaires, mais aussi des T2E, donc dans les collèges, je ne sais pas si on ne peut pas aussi travailler avec les départements et les municipalités sur ce type de dispositif, former, identifier les personnes qui sont déjà en poste, les former sur des compétences complémentaires, effectivement les faire monter en compétences sur des métiers sur lesquels on est beaucoup en tension. Alors, sur les AESH, on ouvre un autre angle que celui qu'on a souvent abordé avec vous. J'aime autant le faire comme ça. Aujourd'hui, je signe tous les cumuls d'emplois qui me sont présentés. Parce qu'effectivement, je n'ai pas besoin d'AESH au-delà de 24 heures, théoriquement, voilà. Même si la plupart des notifications sont à 20 heures. Je n'ai au-delà de 24 heures, parce que les élèves ne sont en classe que 24 heures, je n'ai pas besoin, les contrats ne serviraient pas à grand-chose pour les AESH. Et donc, du coup, si je faisais que des contrats à 35 heures, ça veut dire que je ferais moins de contrats à 24 heures, donc j'accompagnerais encore moins les élèves que ce que je fais aujourd'hui. Donc, effectivement, l'organisation scolaire fait que je ne propose que des contrats de temps partiel aux AESH. Donc, deux stratégies ont été développées dans le département. D'abord, la première, celle de solliciter, de mobiliser les communes pour qu'elles proposent des compléments sur d'autres missions, et pas forcément de faire de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur le temps périscolaire, mais d'autres missions, et notamment les missions de l'animation. Pas obligé d'avoir un BAFA pour pouvoir encadrer dans un centre périscolaire, et donc de proposer des cumuls d'emplois que je signe tous. Voilà. Je ne les étudie pas dans le sens où le cumul d'emploi est systématiquement accordé. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est que nous avions, je suis désolé d'utiliser le passé, mais parce que le présent nous a rattrapés, nous avions travaillé avec des communes pour conventionner sur le contrat unique d'AESH temps plein, avec donc le fait que la collectivité, donc c'est plus du cumul d'emploi, c'est un contrat de temps plein à l'éducation nationale, et d'autres missions proposées aux AESH, et en particulier, là, typiquement, de l'accompagnement humain sur le périscolaire. J'ai utilisé le passé parce que il y a une loi, enfin en tout cas, il y a un amendement qui a été proposé par les sénateurs dans le cadre de ce contrat unique, sur le fait que l'accompagnement humain d'un jeune qui le nécessiterait sur le temps périscolaire serait pris en charge
intégralement par l'éducation nationale. Donc là, à ce jour, maintenant, nous sommes... Alors, bon, c'est un peu... La convention, elle court, mais on voit bien qu'elle va devenir caduque assez rapidement. Et donc, nous attendons évidemment les cadres réglementaires, évidemment, pour pouvoir le mettre en œuvre, mais nous le mettrons en œuvre autant que possible, sachant que il faudra probablement, mais c'est le cas tous les ans, mais en tout cas, vous pourrez compter sur moi pour me rappeler au bon souvenir de ma hiérarchie sur ces questions-là. Il faut que ça s'accompagne aussi d'une augmentation de l'enveloppe des AESH, parce que comme je le disais tout à l'heure, si je fais des contrats à 35 heures, ça veut dire que je ne ferai pas les contrats à 24. Voilà. Donc, ici, j'accompagne les élèves parce qu'ils en ont besoin sur le temps périscolaire, et bien c'est autant d'accompagnement que je ne ferai pas sur le temps scolaire. Aujourd'hui, il faut que, enfin j'imagine en tout cas, que ça ne peut se mettre en place que dans le cadre d'une prescription par la maison départementale du handicap. C'est-à-dire qu'il faut que, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. La MDPH du 93 ne prescrit pas d'accompagnement humain sur le temps périscolaire. Et pourtant, c'est le même enfant. Très. Mais parce que... Alors, non, parce qu'on est filmé, donc je ne vais pas le dire. Donc là, je me tais cette fois-ci. Je vais une demande de réserve et plus fort. Mais, donc aujourd'hui, il n'y a pas de notification scolaire et périscolaire pour les élèves en situation de handicap en termes d'accompagnement. Si demain c'est le cas, c'est comme toute prescription, elle s'imposera à moi. Et je tenterai de la mettre en œuvre autant que possible. Aujourd'hui, vous savez, je n'y arrive pas. On a 3000 AESH sur le département aujourd'hui. Non, ça, c'est un chiffre que je ne partagerai pas, M. Minetto. Donc, et je ne confirmerai pas, du coup, vous n'affirmerez pas non plus. Non, nous avons 3200 AESH sur le département de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. C'est un peu moins l'équivalent temps plein, évidemment, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont d'abord des temps partiels. 3200 AESH sur le département, donc un peu plus de 10 000 élèves notifiés pour un accompagnement. Ça donne un ordre de grandeur. Et pour le reste, je laisse Monsieur Minetto assumer cette propos. En tant que membre de la CDAPH, voilà, Michel mais aussi, voilà, on sait que depuis des années, là, si je lis un chiffre de 1000, ça ne choquera personne à la NDPH, et c'est sûrement bien plus d'enfants notifiés par la CDAPH qui n'ont malheureusement voilà, pas d'AESH. Alors là, ça n'engage que moi ce que je dis là. Viennent se rajouter également les enfants dits sans solution. Oui, je sais bien. Viennent se rajouter effectivement les enfants dits sans solution. Donc qui ne sont pas en IME, qui ne sont pas en classe banale, mais qui sont à l'école. Et là, voilà, les chiffres de 400, 500, voire plus en Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose qu'on a depuis des années et des années et des années. Alors après, voilà, il y a la gestion de on va dire, entre guillemets, de la pénurie, et ça n'engage que moi aussi de dire, on saupoudre le temps d'AESH de manière à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Je dois reconnaître qu'à la NDPH, et je pense que Michel pourra également le confirmer, parmi les dossiers qui nous sont présentés, et une séance de CDAPH, moi j'en ai une mardi, là, on voit 10 dossiers qui sont des dossiers difficiles sur 400, 500, 600, 800 notifications. Il n'y a jamais d'attribution d'AESH quand il n'y en a pas besoin. Là, lorsqu'on nous dit un petit bonhomme ou une petite fille en maternelle, voilà, comment ça... Attendez, elle est en maternelle, laissez-lui peut-être le temps d'eux, voilà. Mais c'est un vrai souci, et je pense que voilà, les directions académiques, ils sont pour rien. Moi, je me rappelle d'une ancienne AESH qui disait quand j'en recrute 75, au moment de faire les papiers, etc.,
il m'en reste plus qu'une trentaine à peu près. C'était la moitié au moment de recruter, parce que c'était pas un vrai métier, parce que bon, les choses ont un peu changé, un petit peu. C'est toujours pareil, hein, attractivité. Hein. Si vous êtes à ESH parce que vous ne trouvez rien d'autre ailleurs en attente d'eux, voilà, c'est pas. Et pourtant, on a vu de vraies réussites également dans ce domaine. C'est-à-dire que toujours pareil, hein, on parle des gosses qui sont en difficulté, qui c'est pas possible en classe banale, etc. Puis il y a plein de vraies réussites. Et ça, malheureusement, on en parle peu. Voilà, c'est tout. Mais bon, voilà, les chiffres n'engagent que moi en tant que membre de la CDAPH. Voilà. Je veux bien les retenir, en fait. Oui, mais et puis on peut penser que... Voilà, je vais dire 1000 aussi. Voilà, oui, 1000, et encore, je crois qu'on est plutôt... Voilà, c'est un chiffre qu'on peut dire, mais je vous propose qu'on revienne peut-être à notre partie statutaire, parce que c'est une obligation. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Et puis après, parole au DDEN. Alors, on a besoin d'aller manger, parce que c'est juste à côté, il faut qu'on parte vraiment à 12h45, vraiment au plus tard. On viendra manger après. Monsieur le directeur académique, vraiment merci pour cette transparence. À chaque fois que vous êtes venu, à chaque fois que vous avez tenu le même discours transparent, sans langue de bois. Ce n'était pas toujours le cas, hein, d'autres avant. Il y avait, voilà, et donc je trouve que ça... Pas de nom, pas de nom. Non, pareil, pas de nom. Non, jamais, pas de nom. Pas de nom. Voilà, donc je trouve que c'est aussi une confiance qui s'est établie entre nous. Voilà, je trouve ça vraiment très bien. Avant peut-être, je ne sais pas si vous allez nous quitter ou pas, vous disiez, voilà, oui, hein. J'en profite que vous soyez là pour dire quelque chose, nous, qui nous tient à cœur. C'est que quand on candidate à la mission, à la fonction de DDEN... Il y a une nouvelle candidature là, qui est derrière. Oui, absolument, et la dame, elle est où? Elle est là. Voilà, une nouvelle candidature. Si au prochain CDEN, elle peut passer, effectivement, comme ça, vous serez prête pour la rentrée. On ne présente pas notre candidature sans avoir rencontré les gens, sans avoir discuté, à moins que ce soit une cooptation avec Nicole qui vous amène. Donc là, la question ne se pose pas, puis elle a parlé de votre parcours. Pour autant, on ne veut pas avoir des DDEN qui soient des DDEN simplement pour la carte de visite. Donc j'attire votre attention à tous, et c'est sûrement pas à vous qu'il faudrait que je dise ça, parce que vous êtes là aujourd'hui, mais on a parmi nous des gens, dans une ville pas très loin d'ici, qui ont candidaté pour être des DDEN au moment de mouvements municipaux. Alors je crois que c'est vrai dans d'autres départements aussi. Bon, on n'est pas dupes, on en avait parlé avec monsieur le directeur académique. On n'hésitera pas, en tout cas moi en tant que président des DDEN et de l'union départementale, je n'hésiterai pas à demander la radiation. Ça serait discréditer le boulot que vous faites vous et qui êtes là. Ces DDEN, on a essayé là, de les rappeler, d'envoyer des mails, etc. On a essayé d'organiser une réunion. On sent que c'est un petit peu difficile. Voilà. Bon, je sais que certains sont là. Et on a suivi ce que tu as fait, et à Neuilly-sur-Marne, il y a quand même une vingtaine de DDEN. On a fait donc organisé une réunion, on était 3. Voilà. Donc je tiens à dire ici, mais bon, il y en a que je sais très engagés pour l'école. Mais pour autant, s'ils sont des DDEN, ils le sont, ils ne font pas semblant. Donc là, pour info, et parce que vous êtes là, je dis en transparence, on va demander d'avoir les rapports de visite d'école. Et s'il n'y a pas de rapport de visite d'école, je pense que moi je vous saisirai en disant je vois rien venir. On ira voir l'IEN avant également, pour savoir comment ça se passe. Mais c'est pas normal. Alors on était content de voir arriver tous ces DDEN parce que par rapport aux autres départements, on ne perdait pas trop au renouvellement quadriennal. Mais si c'est pour faire semblant, c'est pas la peine. Et on veut rester digne et dans la fonction qui nous est due. Notre seul intérêt, c'est les enfants. Et pas autre chose. Donc s'il y a des gens qui se trompent de fonction, notre intérêt, ce sont les enfants et rien d'autre. On peut avoir une double casquette, on peut être engagé politiquement, engagé syndicalement, et avoir, moi j'habite cette ville-là, il nous arrive de nous rencontrer dans d'autres lieux et par moments, d'avoir des moments un petit peu punchy. Pour autant, je remercie aujourd'hui Patrick Prince d'être ici,
de nous avoir mis à disposition cette salle et de faire ce qu'il fait pour les écoles. Voilà, non, c'est enregistré, on fait ça Patrick, hein, voilà. Voilà, mais de faire ce qu'il fait pour les écoles. Ça pourrait, voilà, mais ça c'est un autre débat. Voilà, mais en tant que DDEN, pour avoir visité d'autres lieux, d'autres écoles en grande difficulté, avec des villes en grande difficulté, voilà, je reconnais que. Donc il faut vraiment, quand on met le pins à DDEN, là, qu'on soit vraiment dans l'habit. Ce qui n'est pas simple, hein, voilà, ce qui n'est pas simple, et qu'on ne fasse pas semblant. Voilà, je tenais à dire, quand vous étiez là, on n'hésitera pas. Donc on vous accueille avec vraiment grand plaisir. Voilà, mais quand on vient pas faire le boulot. Voilà, je tenais à le dire. On vous remercie infiniment. Merci.